Bonjour Trouble-Fait, j'ai découvert tes vidéos pendant le confinement et je t'en remercie parce qu'elles sont très instructives, très bien faites. J'ai en particulier apprécié ta série sur l'euro et dans cette série tu invites les gens à participer au débat, ce que je me permets de faire aujourd'hui. Alors je vais m'attarder sur quelques points. Tout d'abord c'est l'exemple de Marie-Charlotte qui va faire du tourisme en Europe pour qui l'euro est soi-disant un très grand avantage, ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Ensuite, deuxième point, l'euro est censé être un avantage décisif dans les échanges commerciaux entre pays, je ne suis pas d'accord non plus. Ensuite, le lien entre l'euro et le déficit commercial français. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi et je vais te donner mes arguments. Ensuite, on va voir évidemment la question des Target 2 qui est capitale. Et puis on va terminer sur les liens qui existent entre l'euro et le franc CFA. Tout d'abord, l'exemple de Marie-Charlotte qui va voyager. Soit disant, l'euro lui facilite la vie, c'est un avantage énorme puisqu'elle n'a plus besoin de changer ses francs français en lires italiennes lorsqu'elle va se faire un petit week-end à Venise. C'est un argument qui est grotesque, mais puisqu'il est systématiquement avancé, eh bien il convient de le traiter. Où vont les touristes français ? Je rappelle qu'il y a 19 pays dans la zone euro, et si vraiment la monnaie unique est un grand avantage, alors en toute logique, il devrait y avoir prévalence de ces pays de la zone euro dans les destinations des Français. Or, dans le top 10 de leur destination, on voit qu'il n'y a que 4 pays qui sont dans la zone euro. Les 6 autres pays n'en font pas partie, et ces 6 autres pays, par conséquent, devancent les 14 autres pays de la zone euro qui ne figurent pas dans cette liste. Vu dans l'autre sens maintenant, quelle est l'origine des touristes qui viennent en France ? Là encore, si l'euro était un facteur décisif, eh bien on devrait avoir une prévalence des touristes de la zone euro. Eh bien on voit que non, les premiers sont les Britanniques qui n'ont pas l'euro. En outre, les pays de la zone euro, même si certains sont présents, eh bien, ils ne sont pas majoritaires dans cette liste. Autrement dit, l'euro, la monnaie unique, n'a rien de décisif dans le choix de la destination. On nous fait croire en fait que sans l'euro, il faudrait faire comme autrefois, à savoir aller à un guichet de banque 3 semaines avant le voyage, demander des devises. Le guichetier alors vous disait OK, revenez dans une semaine, et une semaine plus tard, il nous donnait des lires ou des Deutschmark en espèces contre des francs, moyennant une commission. Comparé aux autres démarches nécessaires à un voyage, convertir de l'argent, ce n'était vraiment pas grand-chose. C'est à comparer par exemple à la demande d'un visa ou la fabrication d'un passeport, voire même se faire administrer des vaccins et, plus simplement, l'achat d'un billet d'avion ou la réservation d'un logement. Changer des francs contre une autre monnaie n'était ni la démarche la plus compliquée et surtout ni la démarche la plus chère et de très très loin. D'autant plus qu'avec la carte bleue et les distributeurs, qu'on trouve un peu partout, on n'a pas besoin de faire cette conversion de monnaie au guichet de la banque. Même au fin fond de la Thaïlande, vous pouvez retirer de la monnaie locale avec votre carte bleue Visa Mastercard. L'euro est censé favoriser les échanges commerciaux entre pays. Qu'observe-t-on ? Eh bien déjà que pour la France, le passage à l'euro n'a pas apporté la compétitivité à l'export escomptée. L'euro est-il la cause de ce déficit ? Je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça ne nous a pas rendus meilleurs. On zoome un peu. Parmi les 8 premiers partenaires commerciaux de la France, eh bien, 3 n'ont pas l'euro. 3 sur 8, c'est beaucoup. Mieux encore, pour l'Allemagne, leurs principaux partenaires commerciaux sont la Chine et les États-Unis, qui n'ont pas l'euro. A l'inverse, des pays avec qui nous partageons la même monnaie ne sont pas des partenaires commerciaux réellement importants. Je pense aux pays d'Europe de l'Est, pays baltes. Le Royaume-Uni, avec qui nous n'avons pas la même monnaie, pèse davantage dans nos échanges que l'Autriche, qui, elle, a l'euro et qui n'est pas très éloignée et a un niveau de développement comparable. Autrement dit, la monnaie commune n'est pas le déterminant des échanges. Si elle a un effet positif, cet effet est au mieux secondaire et plus vraisemblablement, il est marginal. En effet, cet effet, c'est qu'on dit que ça réduit les coûts de transaction. Ça enlève, en théorie, la fameuse commission du banquier. Ce n'est pas faux, ça supprime en théorie cette commission, mais ce coût ne pèse pas grand-chose face par exemple au coût du transport. L'effet de cette suppression de coût ne peut donc être que marginal. À ce titre, il faut se souvenir que le commerce international est vieux comme le monde. Pensez à la route de la soie, aux foires de Champagne, etc. En parallèle de ce commerce international a toujours existé l'activité de change, comme en témoignent les noms de lieux avec par exemple le pont au change à Paris ou la place du change à Lyon. La diversité des devises n'empêchait nullement le commerce international, surtout lorsque ces devises sont convertibles entre elles. Donc même avec des monnaies différentes, eh bien le commerce international se passe très bien. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Parlons maintenant du déficit commercial de la France. On arrive là à un point où je suis un peu en désaccord avec tes propos et ceux de l'UPR.
La France, en effet, depuis 2004, accuse un déficit commercial qui semble inexorable. Il est évident que l'euro est surévalué pour nous et que cela pénalise nos exportations. Mais je pense que ce n'est pas la cause principale de notre déficit. En effet, si les exportations françaises souffrent, celles de l'Italie et de l'Espagne, elles, s'améliorent. Ils ont maintenant des soldes commerciaux excédentaires, alors que pour eux aussi, l'euro est surévalué. À mon avis, la clé du mystère de notre déficit commercial est à chercher ailleurs, à savoir dans l'abandon de la politique industrielle souveraine, et on pourrait même dire dans l'abandon de toute politique stratégique nationale, nos dirigeants ayant depuis longtemps un but qui lui est opposé, à savoir construire l'Europe, ce qui revient en fait à dissoudre la France en tant qu'État-nation indépendant dans cette grande chose informe. Alors certains, comme alternative économique, vous diront que ce déficit commercial, au fond, n'est pas très grave, puisqu'il faut regarder en réalité la balance courante, qui, elle, prend en compte tous les flux, y compris les flux de capitaux, les transferts financiers, etc. Et que, pour cet indicateur, la situation de la France est beaucoup moins grave que pour la balance commerciale. Ah oui, eh bien regardons ça de plus près. Que nous dit l'INSEE ? Elle nous dit qu'en effet, ce solde est moins dramatique que celui de la balance commerciale. Mais c'est dû à quoi ? L'élément qui tire le plus ce solde vers le haut, ce sont les versements de dividendes venant de l'étranger. Amusant, non ? Quand on sait que la répartition du patrimoine en France est très inégalitaire, on se doute qu'elle l'est encore plus lorsqu'il s'agit de participation aux entreprises étrangères. Donc à qui cela profite ? Eh bien, tout d'abord aux actionnaires, et puis aussi à l'appareil d'État qui prélève un impôt. Ces versements de dividendes sont à retirer de notre analyse, car nous nous intéressons ici à la France de Monsieur Tout-le-Monde, la France dans son ensemble, celle qui n'investit pas sur le Nasdaq ou sur la place de Shanghai. La théorie du ruissellement, tant vantée, ne fonctionne pas. Ces dividendes perçus de l'étranger ne sont pas réinjectés dans l'économie française. Donc en retirant ces dividendes de notre calcul, on arrive à ce solde qui concerne Monsieur Tout-le-Monde, et ce solde c'est moins 40 milliards d'euros par an. Avis à tous ceux pour qui le commerce international est toujours un jeu à somme positive, eh bien, en comptabilité nationale, sachez qu'une balance commerciale ou une balance courante excédentaire équivaut à la constitution d'une épargne nationale, ce qui est normalement le cas de l'Allemagne, et quand cette balance est déficitaire, elle signifie endettement national, ce qui, dans la terminologie de l'INSEE, est traduit par capacité de financement ou capacité de financement négative, c'est-à-dire besoin de financement. L'excédent commercial allemand dont nous venons de parler vient en grande partie alimenter son solde Target 2. Ce solde créditeur est une épée de Damoclès pour l'Allemagne. En effet, les créances Target 2 représentent plus de la moitié de l'actif de la Bundesbank, ce qui correspond à 29% du PIB allemand. Si ça s'écroule, alors la Bundesbank sera en très grande difficulté. Les soldes débiteurs représentent pour l'Italie 27% de son PIB et pour l'Espagne 33% de son PIB. En réalité, ils achètent à crédit. Il est évident qu'ils ne pourront jamais rembourser de telles dettes. Par ailleurs, le système tient encore car le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur est de 0%. C'est le taux de refinancement de la BCE, son taux directeur. Ainsi, l'Italie a un solde target débiteur sur son compte à la BCE, mais ne paye pas d'intérêt. Si ce taux directeur augmente, en passant ne serait-ce qu'à 1%, alors le budget italien serait grevé d'un coup de 5 milliards d'euros par an. Le budget espagnol, quant à lui, serait grevé de 4 milliards d'euros par an. Il est évident que cela crée une pression politique considérable sur la BCE. Si on regarde le détail de ces soldes target, on voit qu'ils sont créés en partie à cause des exportations, mais aussi en grande partie à cause de fuites de capitaux des pays du sud de l'Europe vers l'Allemagne et les Pays-Bas, ce qui rajoute évidemment aux tensions politiques. On pourrait objecter que ces transferts sont positifs pour l'Allemagne même en cas de défaut de paiement, en invoquant le mécanisme du multiplicateur keynésien. En effet, si on injecte 100 € dans l'économie, par déficit public ou par un apport extérieur, alors ces 100 € vont circuler, passer de main en main, et sur leur passage vont dynamiser l'activité économique, entraînant une création de valeur très supérieure à la mise initiale. Au final, ce que les Allemands auraient gagné à ce jeu serait supérieur à ce qu'ils perdraient avec un défaut de paiement, ils auraient donc intérêt à poursuivre ainsi. Mais en réalité, cet effet est limité dans le cas allemand pour deux raisons. Eh bien parce que la première limite du multiplicateur keynésien est la propension à épargner. Plus elle est élevée, moins le multiplicateur fonctionne. Parce que l'épargne est une fuite hors circuit dans ce mécanisme. Or, les Allemands ont une propension à épargner élevée, la plus élevée d'Europe, de l'ordre de 18%. La deuxième limite du multiplicateur, c'est que plus l'économie est ouverte, moins il est efficace, parce que là encore, c'est une fuite hors circuit.
Or, en Allemagne, les importations représentent 40% du PIB, ce qui est élevé. Le multiplicateur fonctionnera donc mal, il y aura une fuite hors circuit massive. Toutefois, les Allemands ne sont pas aussi menacés qu'il y paraît par ces soldes Target 2. En effet, en cas de défaut italien par exemple, alors l'Allemagne ne sera pas seule à payer les pots cassés. Il s'agira essentiellement de recapitaliser la BCE, et donc chaque pays actionnaire devra éponger la perte à hauteur de sa quote-part. Cela coûtera 141 milliards d'euros à la Bundesbank, oui, mais aussi 110 milliards d'euros à la Banque de France, 86 milliards d'euros à la Banque d'Espagne. Dans le principe, la mutualisation de la dette refusée dans l'histoire des Corona Bonds est en fait bien actée dans ce domaine. Donc en dernière analyse, ces disparités se font non pas que sur le dos des Allemands, mais bel et bien sur notre dos à nous aussi. L'euro et le franc CFA. Dans le mécanisme du franc CFA, les banques centrales africaines mettent en dépôt à la Banque de France la moitié de leurs réserves de devises, ce qui représente dans les 72 milliards d'euros. Ce n'est pas un impôt, c'est un dépôt qui est rémunéré. Certains disent que c'est entre autres grâce à ces dépôts africains que la Banque de France est crédible aux yeux de la Banque centrale européenne et des autres acteurs européens. Je ne suis pas convaincu par cette analyse, car en contrepartie, il y a une prise de risque. En effet, la Banque de France s'engage à garantir la convertibilité du franc CFA en euros à parité fixe. En revanche, pour l'Europe, il y a un intérêt qui est certain, c'est que les productions européennes, autres que françaises, peuvent s'écouler sur les marchés africains de cette zone franc CFA grâce à cette parité fixe. Pareil pour les investissements. La France étant maintenant une vulgaire province européenne soumise à Bruxelles et à Berlin, cela ouvre donc un vaste marché à toutes les entreprises européennes. Point intéressant, les pays d'Afrique de l'Ouest notamment souhaitent se doter d'une nouvelle monnaie appelée l'ECO. Voici quelques éléments faisant partie des critères de convergence nécessités. Tout d'abord, une dette publique à 70% du PIB et un déficit public à 3% du PIB. Ça ressemble étrangement aux critères de convergence de Maastricht et du traité d'Amsterdam. En revanche, le taux d'inflation requis est de 10% et non de 2% comme pour les pays entrant dans la zone euro. Avec le passage à l'ECO, la France n'aura plus en dépôt ses réserves de devises africaines, venant d'Afrique plutôt, et ne participera plus en théorie à la gestion de la monnaie. En revanche, elle restera garante de la convertibilité de l'ECO avec l'euro à parité fixe. Pour aller plus loin, je vous invite à lire cet excellent article de Jean-Luc Ballet sur le site lescrises.fr. Il montre clairement que l'euro n'est qu'une façade, qu'il n'est une monnaie unique que de nom. Ce sont en réalité 21 monnaies différentes qui sont maintenues de force à cours égales. L'égalité en effet d'un euro italien ou grec avec un euro allemand est un cours forcé qui nécessite des actions toujours plus énormes de la BCE. Tous les avantages de l'euro qui sont énoncés sont en réalité bidons. Alors, quel est le but? À quoi sert l'euro? Eh bien, c'est une étape majeure vers une Europe fédérale dont vous aurez compris évidemment tout le bien que je pense. Beaucoup disent qu'il faut faire l'Europe pour peser face à la Chine aux USA, la France seule étant trop petite, trop faible, etc. Je constate à l'inverse que l'Europe ne nous protège de rien du tout et que plus il y a d'Europe, plus on est à genoux devant la Chine et les USA. Je constate également que des pays comme le Japon ou la Corée du Sud tirent leur épingle du jeu sans avoir à se prostituer et abdiquer leur souveraineté dans un grand organisme supranational. La France, nettement mieux dotée que le Japon ou la Corée du Sud, pourrait très bien s'en sortir en cultivant ses atouts. C'est d'ailleurs le mandat qui a été confié à nos élus, servir leurs compatriotes et leur territoire, n'est-ce pas? La prospérité d'un pays est d'abord et avant tout une question de volonté politique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Le sujet de l'euro ouvre de très nombreux tiroirs, il y a énormément de questions qui lui sont connexes, et donc je ferai peut-être d'autres vidéos sur ces sujets, notamment les questions de souveraineté, de territoire, de démocratie ou autres.